Prêtez bien attention. Il y a une femme, quelque part en ce moment, qui sait que son homme la trompe. Elle a vu les messages, elle a senti le parfum étranger, elle sait. Et pourtant, elle reste et ne part pas. Elle prépare le dîner, elle sourit le week-end, elle continue. Pourquoi? Est-ce de la faiblesse? Est-ce de l'amour? Ou est-ce quelque chose de bien plus complexe que ce que nos jugements rapides peuvent saisir? Bienvenue sur Palpitation, le show de l'équilibre entre cœur et raison. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde pense comprendre, jusqu'au moment où ça arrive dans leur propre vie. L'infidélité vue de l'intérieur. Pas du point de vue de celui qui trompe, ni de l'autre femme ou l'autre homme, mais de celui ou celle qui sait et qui choisit de rester. Avant tout, un immense merci à Ed et Mamie Love qui ont créé cet espace magnifique qu'est Palpitation. Grâce à eux, Lucas et moi, on peut continuer cette mission qui nous tient tellement à cœur. Aider les couples, les familles, les jeunes à réfléchir à la façon dont leurs relations construisent ou fracturent l'avenir de notre société. Merci Ed, merci Mamie Love. Et vous, les fidèles de Palpitation, vous qui revenez chaque semaine, vous qui laissez vos commentaires, vous qui partagez nos épisodes avec vos proches, on vous voit, on vous entend et on vous aime sincèrement. Aujourd'hui, nous vous demandons de suivre avec une attention toute particulière parce qu'on a une invitée. Paula participera depuis chez elle. Elle est en couple depuis 13 ans et elle a accepté de nous parler de quelque chose d'extrêmement intime, d'extrêmement courageux. Son témoignage va vous bousculer, vous toucher et peut-être vous faire réfléchir à votre propre définition de l'amour. Alors Olivia, commençons par le commencement. Quand on dit « elle sait et elle reste », la première réaction de la plupart des gens, c'est quoi? Honnêtement, la première réaction, c'est le jugement. Elle manque de respect pour elle-même. Pourquoi elle s'humilie comme ça? Moi, je ne ferais pas chose pareille. Restez. Mais Lucas, tu sais ce qui est fascinant dans cette histoire? Dis-moi Olivia. Ces mêmes personnes qui jugent ont souvent elles-mêmes vécu des situations où elles ont fermé les yeux sur quelque chose. Pas forcément une infidélité, mais une douleur qu'elles ont choisi de garder sous silence et de rester. Parce que partir, c'est aussi une forme de douleur. Exactement. Et là, quelque chose de surprenant se produit quand on creuse le sujet. Les chercheurs, notamment Esther Perel dans son livre Mating in Captivity, explique que l'infidélité n'est presque jamais uniquement une question de sexe ou d'attirance physique. C'est souvent une quête identitaire. Celui qui trompe cherche parfois à retrouver une version de lui-même qu'il pense avoir perdue dans le quotidien du couple. Ce qui ne justifie rien, soyons clairs. Absolument, Olivia, je sais. Mais ça aide à comprendre. Et comprendre, c'est le premier pas vers une décision éclairée, qu'on choisisse de partir ou de rester. Mais attends Lucas, il y a quelque chose que je veux soulever ici. La plupart des gens ignorent ce détail. Rester après une infidélité n'est pas automatiquement un signe de faiblesse. Pour certaines femmes et certains hommes, c'est une décision profondément réfléchie, presque stratégique. Tu sais, ça me fait penser à un couple que je connais. Appelons-les Diane et Marc. Diane a découvert que Marc avait eu une liaison pendant presque un an. Elle a pleuré, elle a failli partir. Et puis, elle a décidé de rester. Pas par peur, pas par dépendance financière, mais parce qu'elle avait regardé en face 22 ans de mariage, 2 enfants, une complicité réelle, et elle s'est dit « Est-ce que cet homme mérite qu'on se batte pour ce qu'on a construit ?» Et Marc, il a fait le travail? Il a fait le travail. Thérapie de couple, transparence totale, reconstruction lente. Aujourd'hui, ils sont ensemble depuis 31 ans. Ce n'est pas un conte de fées. C'est une histoire vraie d'adultes qui ont choisi la complexité plutôt que la simplicité du départ. Mais attends, écoute bien ceci. Ce scénario n'est pas universel. Pour chaque Diane et Marc, il y a des dizaines de couples où rester n'a fait qu'aggraver la blessure, où l'un a continué de tromper parce que l'autre continuait de pardonner sans condition. Et c'est là que la nuance devient vitale. Olivia, dis-moi franchement, toi en tant que femme, qu'est-ce qui te semble être la différence entre rester par amour et rester par peur? Oh, c'est la question des questions. Je pense que la ligne est très fine, mais elle existe.
Rester par amour, c'est quand tu peux regarder la situation en face, la douleur, la trahison, la honte, et dire malgré tout, je vois quelque chose en cet homme, en ce couple, qui vaut la peine d'être sauvé. Rester par peur, c'est quand tu ne peux même pas imaginer ta vie sans lui, pas parce que c'est beau, mais parce que tu as oublié qui tu es en dehors de lui. Amir Levine et Rachel Heller, dans Attached, parlent justement des styles d'attachement. Les personnes avec un attachement anxieux ont une tendance naturelle à tolérer des comportements douloureux pour ne pas perdre le lien. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est une programmation émotionnelle souvent construite dès l'enfance. Et Lindsay Gibson, dans Adult Children of Emotionally Immature Parents, montre que beaucoup d'adultes reproduisent dans leur relation de couple ce qu'ils ont vécu avec des parents émotionnellement absents ou instables. Ils sont habitués à aimer quelqu'un qui ne répond pas vraiment à leurs besoins. La vraie question est ailleurs, alors. Ce n'est pas « pourquoi reste-t-elle ?» C'est « qu'est-ce qu'il a préparé dans toute son histoire à trouver cette situation supportable ?» Et là, on entre dans une profondeur que les jugements rapides ne voient jamais. Comme auraient dit Ed et Mamie Love, on ne comprend pas un couple de l'extérieur. On le voit, mais le comprendre, ça prend une vie entière à l'intérieur. C'est tellement juste. Parfois tellement impossible si tu ne l'as pas vécu toi-même avant. Et c'est exactement pour ça qu'on a voulu inviter Paula aujourd'hui. Parce que elle nous parle de l'intérieur. Et je pense que c'est le bon moment pour lui donner la parole. Merci Olivia, merci Lucas. C'est difficile d'en parler. Mais je le fais parce que je sais qu'il y a des femmes qui vivent exactement ce que j'ai vécu et qui se sentent seules et incomprises. Ça fait 13 ans que je suis avec Théo. Et il y a 3 ans, j'ai découvert qu'il avait une liaison. Pas un accident d'un soir. Une relation suivie pendant presque 8 mois. Quand j'ai découvert, le sol s'est littéralement dérobé sous mes pieds. J'ai passé 2 semaines à ne presque pas manger. Et puis, je suis restée. Tout le monde autour de moi ne comprenait pas. Ma sœur m'a dit que j'avais perdu la tête. Mon ami proche a arrêté de me parler pendant un temps. Mais voilà ce que j'avais compris et que personne autour de moi ne voyait. Théo était brisé. Pas pour justifier ce qu'il avait fait. Non. Mais il venait de perdre son père. Il s'était retrouvé dans une dépression silencieuse qu'il ne savait pas nommer. Et au lieu de venir vers moi, il avait cherché une échappatoire. Une erreur terrible. Mais une erreur humaine. J'ai posé mes conditions. Thérapie individuelle pour lui, thérapie de couple pour nous deux, transparence totale sur son téléphone pendant 1 an. Et j'ai fixé la limite. Si ça se reproduit, je pars sans me retourner. 3 ans plus tard, je ne dis pas que c'est parfait. Je dis que c'est honnête. Qu'on se parle comme on ne s'était jamais parlé. Que l'infidélité, paradoxalement, a forcé notre couple à devenir adulte. Mon conseil aux femmes qui vivent ça, ne décidez pas sous le choc. Prenez le temps. Demandez-vous, est-ce que cet homme fait le travail? Est-ce qu'il reconnaît sa responsabilité sans se victimiser? Est-ce que vous êtes capable de pardonner vraiment, pas juste de tolérer? Parce que rester sans pardonner, c'est juste se condamner soi-même à souffrir en silence. Paula, merci. Vraiment. Merci pour ce courage, pour cette lucidité, pour ce cadeau que tu fais à toutes celles et tous ceux qui écoutent en ce moment. Et vous, la famille Palpitation, on veut lire vos réactions dans les commentaires. Qu'est-ce que le témoignage de Paula vous a fait ressentir? Vous avez vécu quelque chose de similaire? Partagez, échangeons, c'est pour ça qu'on est là. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Palpitation, activez la cloche parce qu'on a des épisodes comme celui-ci chaque semaine. Olivia, ce que Paula a dit sur le pardon, ça m'a touché. Parce qu'il y a une différence massive entre pardonner et oublier. Et je crois que c'est l'une des plus grandes confusions dans les couples qui traversent une infidélité. Cette confusion suscite souvent le rejet de l'autre sans jugement ni bonne communication, sans réflexion profonde. Mais après, la séparation ruine tout. Pire que si l'on avait cette maturité de pardonner l'autre.
Oui, John Gottman, dans The 7 Principles for Making Marriage Work, explique que la confiance se reconstruit non pas en un seul grand geste, mais dans des milliers de petits moments quotidiens. Un message de transparence, un effort remarqué, une conversation honnête plutôt qu'une esquive. Et c'est là que beaucoup de couples échouent dans la reconstruction. L'un attend un signe spectaculaire, l'autre pense qu'une excuse suffit. Et le gouffre se creuse, silencieusement. Mais attends, écoute bien ceci. Il y a aussi des situations où rester est tout simplement le mauvais choix. Quand la trahison est systématique, quand il n'y a pas de remords réels, quand les enfants grandissent dans une atmosphère de tension permanente. Là, partir, c'est parfois l'acte d'amour le plus courageux, pour soi et pour eux. Frank Pittman, dans Private Lies, dit quelque chose d'implacable. Un infidèle chronique ne trompe pas parce que son partenaire est insuffisant. Il trompe parce qu'il est incapable d'intimité réelle. Et aucun niveau de pardon, aucun niveau d'amour de l'autre côté ne peut guérir ça à sa place. Lucas, j'ai envie de te poser une question un peu directe. Ah, quand tu fais cette tête-là, je sais que ça va piquer. Qu'est-ce que tu racontes, monsieur? Est-ce qu'un homme peut vraiment changer après avoir trompé? Ou est-ce qu'on se raconte des histoires? Honnêtement, oui. Un homme peut changer, mais, et c'est un mais énorme, seulement s'il comprend pourquoi il a trompé. Pas juste ce qu'il a fait, mais pourquoi. Parce que si on ne traite pas la racine, on traite juste le symptôme. Et le symptôme revient. Hélène Fischer, la neurobiologiste, a étudié le cerveau des gens amoureux et des gens infidèles. Et ce qu'elle a trouvé est fascinant. L'infidélité active les mêmes zones du cerveau que la dépendance. Ce n'est pas une excuse, c'est une information. Une information qui dit que sans travail conscient et soutenu, le comportement peut se répéter. Et c'est pour ça que Melody Beattie, dans Codependent No More, insiste tellement sur l'importance de ne pas confondre aimer quelqu'un avec se sacrifier pour quelqu'un. L'amour sain a des limites. L'amour sain dit « Je t'aime et je ne peux pas laisser ton comportement me détruire ». Comme auraient dit Ed et Mamie Love, l'amour sans respect de soi, ce n'est plus de l'amour. C'est une habitude douloureuse qu'on prend pour de la fidélité. Voilà, et c'est peut-être le message le plus important de cet épisode. Qu'on choisisse de rester ou de partir, la vraie question est, est-ce que je choisis en connaissance de cause? Est-ce que je choisis depuis un endroit de force, de clarté, même imparfaite, ou depuis la peur, la dépendance, la honte? Parce que les enfants regardent. Et j'insiste là-dessus. Les familles influencent l'avenir de la société. Ce que nos enfants voient dans notre couple, c'est leur première définition de l'amour. On a une responsabilité immense. Et ça, c'est vrai autant pour ceux qui restent que pour ceux qui partent. Partir dans le respect, ça s'enseigne aussi. On arrive à la fin de cet épisode et franchement, je ne suis pas sûre qu'on ait trouvé de réponse définitive aujourd'hui. Mais je crois qu'on a posé les bonnes questions. Et c'est souvent ça, Palpitation. On n'est pas là pour vous dire quoi faire. On est là pour vous aider à réfléchir plus profondément à ce que vous voulez, à ce que vous méritez, à ce que vous choisissez. Pour nous, c'est ça l'équilibre entre le cœur et la raison. Waouh! Que c'est bien dit, Lucas! Un immense merci à Paula pour sa générosité et son courage. Merci à vous, fidèles de Palpitation, qui semaine après semaine nous accordez votre temps, votre confiance, votre cœur. Ces conversations n'ont de sens que parce que vous êtes là. Et merci encore à Ed et Mamie Love pour cet espace précieux. On continue la mission ensemble. Laissez vos commentaires en bas. Dites-nous ce que cet épisode a éveillé en vous. Partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à Palpitation. Activez la cloche. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos amours. Palpitation, le show de l'équilibre entre cœur et raison. Tant vaut une bonne relation amoureuse, Tant vaut une famille épanouie. tant vaut une société équilibrée. Avec l'émission Palpitation, j'ai finalement rencontré le vrai débat sur l'amour. Pour vos relations amoureuses, retrouvez-nous tous les dimanches sur YouTube. Conseils, Opinion, consultations, l'amour est à votre portée. Palpitation, Le show de l'équilibre entre cœur et raison.